Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du Live ND, du mode Live ND de l'Olympus OM System OM1. Je vous rappelle que j'ai fait plein de vidéos déjà sur ce boîtier. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la playlist qui correspond. Donc je vous mets ça là-haut en fiche mais également en description. Et si ces vidéos vous intéressent, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour du coup ne rien rater sur ce boîtier. Ceci étant dit, je vais vous parler donc du Live ND. Donc le Live ND, c'est un peu comme dans la dernière vidéo que j'ai faite sur le mode haute résolution. On va avoir au final peu de changements comparé à ce qu'on avait avec le M1 Mark III, avec le Olympus M1 Mark III. Et je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur ce mode Live ND où je vous avais détaillé explicitement comment il fonctionnait, d'accord. C'était d'ailleurs au même endroit qu'ici. Là je suis du coup sur la petite randonnée pour faire la cascade de Saint-Vincent, la cascade des Anglais que je viens de passer, etc. Donc c'était exactement au même endroit, c'était ça il y a 1 an et demi maintenant je pense. Et donc vous pouvez aller voir ça, pareil je vous le mets en fiche en description, allez voir ça. Et donc quand je vous dis ça change pas beaucoup, en fait ça change pas beaucoup. Pourquoi? Parce que en fait on va avoir le même mode de fonctionnement qu'avant, à savoir que c'est un mode qu'on va pouvoir activer uniquement déjà dans les modes d'exposition qui vont toucher à la vitesse. Donc à savoir le mode S évidemment pour speed et le mode M donc manuel, d'accord. On va pas pouvoir utiliser ce mode Live ND, cette option, cette façon de faire Live ND, ni dans les modes A ouverture, ni dans le mode P automatique, d'accord. Ça va pas être possible. Du coup on va pouvoir aller chercher quand on est dans les bons modes, donc soit S soit M, on va pouvoir aller chercher dans le menu pour du coup activer ce mode Live ND. Ou sinon, ce que moi je préfère, c'est on peut attribuer comme sur le M1 Mark III, ça vraiment il n'y a aucune différence, on va pouvoir lui attribuer n'importe quelle touche de raccourci pour pouvoir activer, désactiver ce mode là. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur la touche du bas de devant du boîtier, d'accord. Ça c'est quelque chose que vous avez dit dans ma précédente vidéo aussi. Le bouton du haut de devant je le mets sur haute résolution, le bouton du bas je le mets sur Live ND. Pourquoi? C'est parce que c'est vraiment les deux modes qui pour moi distinguent Olympus OM System de la concurrence et que pour moi c'est plus logique comme ça. Je vous ferai une vidéo sur tous mes raccourcis plus tard. Donc du coup voilà, donc j'ai ce raccourci là et je vais pouvoir, quand je suis par exemple en mode S, ce que je suis actuellement, je vais pouvoir du coup appuyer sur le petit bouton du bas et directement il va activer le mode avec du coup une petite inscription live ou ND avec à côté dans quel ND on est. Est-ce qu'on est dans ND4, ND8, ND16, ND32 ou ND64 qui est la seule vraie nouveauté, on en parle juste après. Allez, petite pause pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Winix HD Video Converter. Donc ce logiciel, c'est un logiciel qui donc va permettre de, comme son nom l'indique, convertir des vidéos. Et en fait, il va vraiment permettre de convertir à peu près tout, même du 10 bits, même du 12 bits, après la dernière mise à jour que j'ai pu faire apparemment. Alors je ne l'ai pas testé, mais c'est ce qu'ils avancent. Et moi j'ai juste, je ne vais pas vous en parler pendant des heures et des heures, je vais juste vous donner mon exemple concret de à quoi moi il m'a servi et le gain de temps qu'il me fait gagner. Donc moi il faut savoir que tout ce que je fais du coup, tout ce que je peux enregistrer à l'Atomos, au Ninja V, Ninja 5 là, avec ça, donc tout ce que vous avez vu avant dans la vidéo où je vous montre ce qui se passe sur l'écran de l'OM1 pour de vrai, c'est fait du coup avec l'Atomos, c'est enregistré du coup sur le disque dur externe et moi de ça je le récupère et je le transfère sur mon ordi et je fais du coup mon montage. Et ces vidéos là, même avec le codec le plus facile, même sans passer sur du ProRes, des choses comme ça, même vraiment avec le codec le plus basique, moi dans le logiciel vidéo dans lequel je monte, à savoir Magix Video Pro X, ces vidéos là ne sont pas lisibles, elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas, je ne peux pas les utiliser dans ma timeline, dans mon montage. Toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à présent, où vous voyez l'utilisation en fait d'une impression d'écran, d'un enregistrement d'écran d'un boîtier, que ce soit l'OM1, le Canon EOS R6, le M1 Mark III avant, voilà tout ça, je devais passer via DaVinci Resolve, donc en version gratuite. Et alors moi je suis très mauvais dans DaVinci, je suis une bille complète là-dedans, mais j'ai trouvé nulle part et j'avais un peu cherché, alors dites-moi en commentaire si je me trompe, mais j'ai rien trouvé pour par exemple convertir en batch. J'ai bien réussi à importer ma vidéo, venir la mettre sur la timeline comme il faut, lui dire ensuite dans quel format je vais vouloir l'exporter et lancer l'exportation de la vidéo comme si c'était un montage pour la convertir dans le format qui me va bien, dans du MP4 que je pourrais lire facilement. Donc ça marchait, mais c'était long déjà les différentes étapes d'importer, d'aller une fois que la vidéo est importée, la prendre, la mettre dans la timeline. Une fois que je suis dans la timeline, aller dans l'onglet, enfin en bas là, dans l'onglet pour pouvoir faire la production de la vidéo. Et une fois que je suis là, bien lui dire, vérifier que je suis dans les bons paramètres, les bons bitrate, framerate et format de vidéo que je veux. Bon,
Ça, une fois que c'est fait, mais du coup, je fais ça. Ça, malheureusement, je pouvais pas, déjà c'était long en soi, et je pouvais pas en plus automatiser ça en mettant par exemple 4 vidéos d'un coup, et en faisant ça, les 4 vidéos d'affilée. J'étais obligé de le faire un par un. Et là, avec du coup Winx HD Video Converter, ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire que l'interface est hyper simple, certains diraient même simpliste, mais du coup, c'est hyper intuitif, hyper facile à prendre en main. On a directement l'endroit où on vient importer la vidéo. On va pouvoir importer une ou plusieurs vidéos directement. Ensuite, on a très peu de paramètres sur lesquels on peut jouer. On peut choisir quand même la conversion qu'on veut faire, dans quel format, le bitrate, des choses comme ça. Mais on peut aussi lui dire, en gros, bah voilà, tu prends la vidéo telle qu'elle est, tu la gardes dans la même résolution, le même framerate, et par contre, tu me la convertis, typiquement moi en MP4, pour avoir quelque chose de lisible facilement derrière. Moi, je le mets en version HQ, donc du coup, la conversion la plus lente, mais vous allez voir que lente, moi en tout cas dans mon cas, c'est pas du tout le cas. On fait ça, et boum, on peut lancer les conversions, on peut lancer en conversion des vidéos, plusieurs vidéos en même temps si on veut, et c'est ultra rapide, mais vraiment, vraiment ultra rapide. Ils montrent sur leur site, ils disent que du coup, il y a une optimisation sur du coup, la vitesse justement de rendering en utilisant, les ressources processeurs, mais également les ressources de la carte graphique. Ce que j'ai également sur Magic Video Pro X, et c'est pour ça que j'aime aussi autant ce logiciel. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur Video Pro X, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que tu utilises comme logiciel de montage, pourquoi tu n'utilises pas Premiere, pourquoi tu n'utilises pas DaVinci, et il y a plusieurs raisons à ça, et l'optimisation matérielle est une de ces raisons. Et du coup, voilà, donc ça va ultra vite, et à la fin, je sors avec mes 3 vidéos, converties en MP4, qui vont bien, qui marchent parfaitement bien, et qui n'ont pas été dégradées en qualité, et que je peux utiliser directement dans ma table de montage, dans ma timeline de montage sur Magic Video Pro X. Donc voilà, c'est pour vous montrer un truc qui avant me prenait beaucoup de temps, était long et fastidieux. Là, c'est du quasi instantané, super intuitif, et donc rien que pour ça, pour moi, le logiciel remplit complètement le contrat. Et après, donc, je vous dis, normalement, il peut prendre en charge également du 10 bits. Si vous avez du 10 bits que vous n'arrivez pas à lire, vous le passez dans ce convertisseur et il va vous sortir le MP4 équivalent. Alors évidemment, du coup, vous ne pourrez pas jouer sur l'aspect étalonnage du 10 bits comme vous pourriez pour de vrai, vous allez convertir du 10 bits en 8 bits, donc ça, vous perdez tout cet intérêt-là. Mais si c'est juste, vous, peut-être, vous avez filmé en 10 bits, on vous a filmé une vidéo en 10 bits, on vous a filmé un format que vous n'arrivez pas à lire sur votre machine parce que vous n'avez pas les codecs, parce que votre logiciel n'a pas les codecs, ou qu'elle est pas assez puissante pour lire cette vidéo-là, et bien là, vous pouvez convertir avec ça, et c'est fini, en avant gagnant, ça va vite, ça marche bien, et très honnêtement, moi, j'étais très agréablement surpris par la simplicité, la vitesse, le batch, et que tout marche bien, et qu'à la fin j'ai une vidéo de bonne qualité qui sort et que je peux utiliser directement. Donc voilà, moi je ne saurais que trop vous conseiller ce petit logiciel. Donc ce logiciel, je crois, de base est à une cinquantaine de dollars, 49 $ je crois. Je vous mets 2 liens en description de la vidéo. Le premier lien, c'est carrément, vous pouvez avoir le logiciel gratuitement, c'est carrément un giveaway, donc vous le téléchargez, vous avez juste à rentrer votre adresse mail, et du coup vous pouvez l'avoir gratuitement. La seule limitation, c'est que vous n'allez pas pouvoir bénéficier des mises à jour futures. Vous allez avoir la version à l'instant T quand moi je vous propose cette vidéo et que vous allez le télécharger par rapport à cette vidéo là, mais vous n'aurez pas les mises à jour futures. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez utiliser du coup le deuxième lien pour acheter ce logiciel, et en plus ça soutient la chaîne. Voilà, j'en ai fini avec le sponsor, merci à lui, et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Et j'en profite d'être en intérieur pour vous montrer un truc, c'est qu'on n'est pas obligé de repasser dans le menu pour choisir la valeur du ND qu'on va appliquer. Donc si j'appuie sur mon bouton pour activer mon ND, donc c'est ce que je vous ai montré avant, ok, et si au lieu juste d'appuyer une fois, je reste appuyé dessus et que je tourne ma molette, vous voyez que là, je peux venir directement choisir ma valeur de ND, donc mettons ND64, je relâche, et là, vous voyez qu'en haut à gauche, je suis bien ND64. J'aurais pu le faire avec l'autre molette, je le réenlève, j'appuie, je reste appuyé, cette fois, j'utilise la molette avant, et vous voyez, c'est de la même façon, ça va pouvoir tourner entre les différents ND. Donc voilà, ça, c'est un raccourci bien pratique, ça permet de sélectionner rapidement quand on a une cascade. Des fois, on ne veut pas aller jusqu'à ND64, des fois, c'est plus intéressant d'être qu'à ND32, ND16, et selon le cas, vous pourrez choisir, et ce raccourci-là, vous voyez, est quand même bien pratique, et permet de choisir à la volée ce qu'on veut utiliser très facilement. Voilà, et oui, et du coup, tant que je suis là, c'est pareil avec du coup le high res, je vous fais la parenthèse là, du coup ici, je pourrais très bien faire soit du coup off, soit le on avec trépied, soit le on à main levée. Moi, sachant que de toute façon, quand c'est on, c'est toujours à main levée, donc voilà, là je le désactive et je l'active avec le à main levée. Donc ça, quand on l'active quand même, ce que je veux vous dire, c'est que dès qu'on va avoir un sujet qui bouge, une fois qu'on sera activé, on va avoir plus ou moins de flou de mouvement, parce que lui justement se met dans ce mode là pour du coup à créer du flou de mouvement, d'accord. Et plus on va aller sur des valeurs de
ND forte, évidemment, plus on va avoir de flou de mouvement. Et si par exemple on bouge l'appareil photo, et ben ça va être flou évidemment. La solution pour du coup faire son cadrage facilement, si on est sur une valeur de ND très forte, c'est de commencer à un peu appuyer sur notre shutter pour du coup faire la mise au point. Et pendant qu'on fait la mise au point, là on va pouvoir du coup voir la scène de façon normale avec du coup pas un temps de pause long et du coup on va pas avoir le floutage et on va pouvoir en étant un peu appuyé sur notre shutter du coup composer comme on veut et ensuite on appuie pour de vrai et là on va lancer la photo, d'accord. Et du coup bah, justement là je vous montre, c'était je crois la cascade des Anglais, hein, je suis jamais sûr qu'est-ce qui est quoi mais je crois que c'est celle-là, c'est soit Saint-Vincent sur les Anglais de toute façon, qui du coup, donc là je l'ai fait donc pour vous dire hein, c'est vraiment complètement à main levée, tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo c'est tout à main levée. Pour moi, c'est vraiment l'avantage principal de ce mode, c'est de ne plus avoir à s'embêter pour faire des filets d'eau ou autre chose, hein, ou une pose longue, plus avoir à s'embêter à avoir un trépied. Alors pour une pause longue raisonnable, hein, c'est pas du 15-30, pas du 20-30 secondes en tout cas clairement, mais pour faire des filets d'eau en tout cas en rando, pas besoin de s'emmerder à amener un trépied pour ça, on peut directement faire tout à main levée. Et là pour vous dire, je suis avec un objectif qui n'est pas stabilisé, je suis avec le 8-25 f4 qui n'a pas de stabilisation, c'est pas le 1200, d'accord. Donc vraiment je me repose uniquement sur la stabilisation du capteur, hein, d'accord, sur l'Ibis. Et pour vous dire, donc là c'était à main levée avec ce 8-25 et en plus j'étais sur un pont suspendu. Alors ça balançait pas, hein, il n'y avait pas du vent, j'étais pas à mode Indiana Jones, mais il n'empêche que ça tremblait un peu et que j'aurais été plus stable sur un vrai sol dur comme je suis actuellement. Donc tout ça pour vous dire que là ce que vous voyez c'est vraiment dans les conditions un peu les pires. Et donc là vous avez dû voir, hein, ou alors je suis en train de vous les faire défiler maintenant, je vous montre les différents ND, ce que ça peut donner. Et donc on peut aller jusqu'à ND maintenant, hein, ce qu'on n'avait pas précédemment sur le M1 Mark III, on allait jusqu'à ND 32, maintenant on peut aller jusqu'à ND 64. Donc 2 fois plus de temps de pause, 2 fois plus en tout cas 2 fois plus de flou de mouvement. Donc c'est très intéressant parce que moi souvent les 3/4 du temps j'étais à ND32 hein, sur mon M1 Mark III et j'aurais bien aimé pouvoir aller un peu plus loin, pousser un peu plus loin le filet d'eau et du coup là c'est possible. Donc vraiment c'est super cool, c'est la vraie seule nouveauté et elle est très bienvenue, hein, vraiment on va pas du tout cracher dessus. Et donc voilà, comme avant ça marche très bien, vraiment pour moi c'est une petite révolution, hein, je vous l'avais déjà dit à l'époque. Et moi aujourd'hui, clairement, je ne pourrais pas me passer de ça. Je ne serais pas prêt à me retaper un trépied que déjà je prenais pratiquement jamais et donc potentiellement pas pouvoir faire des photos de filet d'eau parce que j'ai pas le trépied ou alors il fallait que je trouve un endroit pour le poser un peu à l'arrache, etc. Là c'est un truc, j'ai pas besoin de mettre de retardateur, j'ai pas besoin de déplier un trépied, j'ai pas besoin de trouver un endroit où poser le truc. Je peux tout faire à main levée, recomposer ma scène comme je veux. C'est un gain de temps, un gain d'énergie, un gain de poids. Vraiment c'est excellentissime. Et ce que je veux vous dire, c'est comme pour le M1 Mark III. Là vous voyez là tout de suite, il n'y a pas beaucoup de soleil, il y a des nuages. Tout à l'heure il y avait une zone un peu de soleil, une zone de nuages sur les photos que je viens de vous montrer. J'espère que le soleil va se relever pour la dernière cascade parce que ce que je veux vous montrer c'est que quand on va être sur des valeurs de ND un peu fortes, évidemment du coup on a des temps de pause quand même un peu plus grands. On est sur l'ordre de 2 secondes et demie, 3 secondes, des choses comme ça sur le ND 64. Et du coup là il va falloir un moment, hein, on va pas pouvoir en fait, on va pouvoir fermer mais à un moment donné quand vous allez être à F16 hein, vous allez avoir la diffraction qui va arriver et donc ça va plus forcément être très intéressant. Et là on va pouvoir directement venir aider notre appareil en lui mettant un filtre ND dessus et du coup on va baisser notre expo comme ça, on va faire qu'il y ait moins de lumière qui arrive et on va pouvoir sans problème du coup être à F4, F8, voilà des choses comme ça. Donc ça c'est quelque chose que je vais vous montrer. Là je vois que le soleil se lève un peu, ressort un peu, donc on va peut-être essayer sur cette cascade-ci. Et donc là, moi, là vous vous dites peut-être, ouais, mais alors désolé, hein, il y a beaucoup de bruit à cause de la cascade justement. Donc là, vous devez voir que c'est pas mal cramé derrière moi. Je vous reprends ici, hein, il y avait trop de bruit là-bas, hein, du coup, je vous le fais pas là-bas parce que je pense que vous n'avez rien dû comprendre, donc je vous la refais ici. Du coup, ce que je vous disais, c'est que quand on va y avoir trop de soleil comme là, ce que je vais pouvoir faire, c'est directement venir mettre un filtre ND pour aider. Et vous vous dites peut-être, ouais, mais du coup, si on met un filtre ND, il faut sortir du sac, etc., etc. Non, parce que moi, je vous rappelle, j'utilise des filtres ND aimantés. Donc les Quick Swap de chez Freewell. Je vous ai fait un test poussé là-dessus, je vous le mets en fiche là-haut et je vous remontre comment ça marche. Là vous avez vu, hein, enfin vous n'avez pas vu mais je vous le dis, du coup c'était dans ma petite sacoche qui est comme ça juste à côté de moi. J'ai 2 dedans dans ma boîte de filtre ND, j'ai un ND32 et un ND64PL, c'est celui que je vais mettre là, donc vous allez voir que ça va beaucoup diminuer. Hop, voilà, je viens de le mettre, ok, donc là il serait réadapté, mais je viens de mettre mon filtre ND 64PL. Là je sais pas si vous allez trop voir la polarisation forcément, hein, du coup
il n'y a pas grand chose à vous montrer, peut-être les reflets sur mon front et encore. Mais du coup voilà, j'ai mis ça, ça va m'aider moi pour du coup ma photo en ND64. J'ai pu être cramé, je vais pouvoir ne pas aller sur des ouvertures, sur du F16, F20, des choses comme ça. Et si je résume, hein, on a tout pareil qu'avec le M1 Mark III, si ce n'est qu'on va maintenant pouvoir aller jusqu'à ND64 et c'est une très bonne chose. Et l'implémentation est très bien faite, c'est clair, c'est facile, ça marche bien, c'est ergonomique. À ce niveau-là, c'est vraiment nickel, j'ai rien à dire. Bravo Olympus, bravo au M-System. Et par contre, donc, je finis là-dessus, hein, comme j'avais pu vous le mentionner avant, comme dans mon test précédent avec le M1 Mark III, et comme c'est le cas aussi avec le mode ultra haute définition, haute définition, on va évidemment avoir besoin que notre cadre du coup, enfin là pas forcément notre sujet, mais que notre cadre ne bouge pas. C'est-à-dire que typiquement, je voulais vous faire un premier plan plus proche pour vraiment avoir un flou d'avant-plan sur cet exemple-là. Et vous voyez que là, c'était des feuilles et du coup les feuilles, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de vent pour qu'elles bougent et du coup on va avoir du flou d'avant-plan certes, mais on va avoir aussi du flou de mouvement que là j'aurais pas voulu. Oui, je veux mon flou de mouvement sur mon eau pour avoir un filet d'eau. Non, je veux pas de flou de mouvement sur tout ce qu'il y a autour de l'eau parce que sinon, voilà, ça gâche un peu la photo. Donc ça, gardez bien ça en tête. À partir du moment où vous avez des arbres autour et qu'il y a un peu de vent et que ça bouge, et bien évidemment, hein, c'est une pose longue. Donc comme pour une pose longue, vous allez avoir un flou de mouvement pas forcément voulu. Et donc ça, il faut un peu avoir ça en tête. Et c'est d'autant plus vrai évidemment sur le mode haute résolution. Où là, pour le mode haute résolution, il faut que tout le sujet ne bouge pas. D'accord? C'est pas on a un sujet qui bouge et qu'on veut faire un filet avec. Là, c'est vraiment, il faut qu'aucun sujet ne bouge avec le mode haute définition. Donc voilà, c'est la seule contrainte, mais c'est une contrainte qu'on aurait à partir du moment où on ferait une pose longue, hein, même avec un trépied. Donc ça ne change absolument pas à ce niveau-là. C'est juste pour bien vous rappeler ça. C'est pas de la magie. On est bien quand même sur une pose longue. D'accord? Donc voilà, j'ai fait le tour de ça. Donc je vous dis, hein, moi j'en suis très très content. C'est une des raisons qui me fait ne pas vouloir partir du micro 4 tiers et en particulier d'Olympus. Clairement, moi je ne veux pas avoir à me trimballer un trépied pour faire des filets d'eau en rando. Et voilà, Olympus y arrive. Les autres devraient y arriver. Je suis désolé. Aujourd'hui, voilà, comme je vous le dis à chaque fois, aujourd'hui, il faut que les constructeurs photos se mettent à faire du logiciel, se mettent à faire de l'AI, se mettent à être aussi performants d'un point de vue logiciel que ce que font les smartphones. C'est pas normal qu'on arrive à faire plus de trucs avec nos smartphones qu'avec un boîtier qui fait 2 fois le prix et qui est fait que pour ça, qui permet pas de passer des épaules, de faire GPS, etc., etc. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment très bon. Continuez comme ça, Olympus, en espérant que vous continuez à vivre. Et moi, vraiment, ça, c'est très clairement une chose qui me fait rester chez eux. Et par rapport à, comme d'habitude, hein, je le redis pour ceux qui me disent t'aimes pas le micro 4 tiers, j'adore le micro 4 tiers pour ses objectifs, pour ses longueurs focales. Là, le 8-25 que j'utilise, voilà, c'est génial, avoir un équivalent 16-50. À côté de ça, j'ai le 1200, hein, un équivalent 24-200 f4. Et à côté de ça, surtout mon 100-400. Le 100-400 aujourd'hui, je ne peux pas m'en passer très clairement. Donc voilà, c'était pour vous rappeler tout ça. Je vous rappelle, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour cette OM1, hein, où on va encore parler d'autres choses. Hein, on va en particulier parler d'ergonomie et de vidéo aussi. Je ne vous ai pas encore trop parlé de vidéo. Et donc tout ça, si vous voulez voir ça, je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne rien rater. En plus, ça fait du bien à la chaîne et moi, ça montre que ça vous intéresse et que ce que je fais, je vous rappelle, je ne suis pas pro sur mon temps libre, hein, ça vous intéresse et que je continue à le faire, de prendre du temps pour ça. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo si ça vous a plu. Pareil, ça fait du bien à la vidéo, elle sera plus visible et donc ça fait du bien de façon générale à la chaîne et à mon travail. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles photos, faites de belles vidéos, faites de belles randos, amusez-vous bien, les beaux jours reviennent et profitez-en. Allez, salut!